En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Fortuné. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est une question qui m'a été posée par Gilda. Alors Gilda, je sais que tu écoutes ce podcast de temps en temps, j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir utilisé ta question pour en faire un épisode, mais en fait je l'ai trouvée hyper pertinente et ça m'a donné cette idée d'épisode. Et sa question, pour toutes celles qui se demandent, c'est: quelle est la meilleure façon d'investir en immobilier ? C'est vrai, c'est la bonne question à se poser. Il n'y a pas de réponse unique, car tout dépend de tes objectifs personnels, de tes objectifs professionnels, de tes objectifs financiers. Je peux pas faire tout un épisode de podcast pour t'expliquer toutes les subtilités qu'il y a dans les différents investissements immobiliers possibles en France, toute la fiscalité, ce serait complètement imbuvable. Par contre, il y a des grands piliers qui vont pouvoir déjà te permettre de un peu sectoriser, d'y voir plus clair dans la stratégie d'investissement que tu veux ou que tu dois faire pour répondre à tes objectifs, et on va pas tous avoir la même réponse et c'est normal. Donc on retient, il n'y a aucune mauvaise réponse, il n'y a aucune mauvaise idée, il n'y a que des idées pas adaptées aux objectifs. Donc l'idée c'est de trouver la bonne qui est faite pour toi. Alors j'espère que tu es bien assise, que tu es installée confortablement, monte le son et c'est parti. Déjà, premièrement, quand tu veux investir en immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est comment tu achètes ton bien. Est-ce que tu l'achètes en nom propre ? Donc, est-ce que je l'achète sous moi, mon nom de Marion, il m'appartient à moi en tant que personne physique, ou est-ce que je l'achète avec une société ? Donc, souvent, les sociétés, ce sont des SCI, Sociétés Civiles Immobilières, mais ça pourrait aussi être une SAS. Tu te doutes bien, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait complètement inaudible pour toi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'objet de différentes vidéos qu'il y aura dans la formation, dans le programme d'accompagnement pour investir, parce que là, ce serait complètement indigeste. Mais déjà, on peut se poser la question, est-ce que je le mets en mon nom propre ou est-ce que je le mets via une société ? Avant de savoir laquelle, on s'en fout un peu d'ailleurs, puisque ça va répondre à des objectifs complètement différents, peu importe le statut qu'on prend. En nom propre, quand tu investis en nom propre, donc tu investis sous ton nom. Cela signifie que tu as moins de formalités administratives. Donc ça, c'est plutôt positif. Que tous les loyers, alors sauf cas spécifiques, vont être imposés sur le revenu. Il y a des façons de ne pas être imposé de tes loyers avec des statuts un peu différents, même en nom propre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. On y reviendra plus tard. Mais en soi, à la base, dans ce cas-là, les loyers sont perçus comme du revenu aux yeux de l'État et donc rentrent dans tes revenus perçus et doivent être imposés sur les revenus. C'est simple, c'est direct, mais aussi en cas de problème financier, tu prends un peu plus de risques puisque c'est ta personne qui va être, on va dire, poursuivie, qui est redevable de dette. C'est pas une société. Alors que quand tu as une société, si elle fait faillite, il y a clôture, il y a faillite, il y a machin, ça touche pas à ta vie privée, elle est mise en sécurité. Mais voilà, l'avantage, c'est que le nom propre, c'est simple. C'est assez simple. Et on a des super trucs en France pour, comme je te l'ai dit, ne pas avoir cette imposition de loyer, sous réserve de plusieurs conditions, on est bien d'accord. Quand tu as une société, tu crées une entité juridique comme une SCI ou une SAS pour acheter et gérer les propriétés. Ça peut offrir des avantages fiscaux également. Ça va protéger tes autres actifs, simplifier la transmission également de tes biens si tu le constituais pour en faire un héritage à tes enfants et faire perdurer dans la famille. La société, elle est tout indiquée.
Si toi, tu as besoin de protéger ton patrimoine personnel et que tout ce qui peut arriver dans cette société ne vienne pas impacter ta vie, effectivement, la société permet de dissocier ta personne physique et ta personne morale. C'est plutôt intéressant. Par contre, ça va impliquer plus de gestion, des coûts de création de société et aussi des coûts de fonctionnement puisque tu auras un comptable, voilà, il y aura de la gestion, des frais qui seront peut-être plus conséquents. Donc ça va aussi dépendre de ce que tu vas en faire. Parce que si tu vas en acheter plusieurs des biens immobiliers et vraiment presque te professionnaliser, la question ne se pose pas, la société va être nécessaire. Si tu veux un ou deux biens immobiliers à titre perso que tu revendras dans quelques années pour faire une plus-value ou quoi, pour toi te mettre en sécurité, mais sans objectif de devenir professionnel, sans objectif de forcément le transmettre à tes enfants, le nom propre, si tu fais bien tes calculs, si tu fais attention du coup à ton épargne de sécurité, en cas de petits pépins à devoir réparer, franchement le nom propre il peut être quand même beaucoup plus simple et peut-être même du coup plus avantageux. Donc c'est vraiment, voilà, à toi de voir dans quel cas, dans quel scénario tu es. Deuxième point, est-ce que tu veux faire de la location meublée ou de la location nue? La location nue, c'est simplement que tu ne mets pas de meubles, tu loues l'appartement, la maison, on va dire vide. Alors que la location meublée doit répondre à un certain nombre de meubles et de pièces spécifiques qu'il doit y avoir à disposition de ton locataire, hein. Les listes sont officielles, tu dois remplir toutes les cases pour que ce soit considéré comme du meublé. La location meublée, on va commencer par elle, elle va offrir un meilleur rendement parce que souvent les loyers sont plus élevés. Et des avantages fiscaux très intéressants quand tu es sous le statut LMNP ou LMP. Ces statuts-là, ça veut dire location meublée non professionnelle. Ça, c'est par exemple le statut que moi j'ai. Je ne suis pas professionnelle de l'immobilier parce que les revenus ne dépassent pas un certain plafond et je fais de la location meublée. Et ce statut me permet des avantages fiscaux de déduire absolument toutes les charges, tout l'achat de mobilier, de réparation, tous les travaux que j'ai faits vont être déduits de mes revenus de loyer. Sauf que tu te doutes bien que tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que ce que tu as réellement perçu en loyer. Ce qui fait que tu es même avec du coup des résultats dans le négatif. Alors c'est du négatif fictif, attention, hein, ton compte bancaire n'est pas dans le rouge. Tu peux même gagner de l'argent tous les mois en faisant ça. Comptablement, le résultat de l'entreprise, même si ce n'en est pas une, de ce logement est en négatif. Et ce négatif-là va venir s'imputer au loyer. Et comme tu es en négatif, tu peux pas être imposé sur du négatif, tu vois. Tu es imposé que sur du positif. Donc si tu es en négatif, tu n'es pas imposé. Et puis quelque part, tu as tellement dépensé que être imposé sur quelque chose que tu n'as pas réellement touché, ça serait un petit peu aberrant. Donc voilà, c'est plutôt très chouette et ça permet à la France de protéger tous ces biens immobiliers en permettant aux investisseurs propriétaires de bien entretenir leur logement, de les garder dans un bon état, de bien les rénover. Parfois, ils sont même très bien justement décorés parce que tout ça passe en charge, passe en déduction et leur permet de ne pas être imposés sur ces revenus-là. L'autre statut qui est presque identique, c'est le LMP, donc le loueur meublé professionnel. La différence, alors il y a des subtilités comptables et statuts, machin, on va pas en parler, mais on va dire que la différence principale, c'est qu'en fait, comme tu as dépassé un certain revenu, donc je crois qu'il faut que tes loyers dépassent les 23 000 euros annuels et, donc c'est pas ou, c'est et, dépasse ton revenu personnel ou de ton foyer fiscal, alors tu bascules en meublé professionnel. Et donc là se rajouteront des cotisations sociales. Tu vas cotiser en fait avec cette activité. Mais même débat, tout ce qui va être dans le négatif ne sera pas imposé sur le revenu.
En contrepartie, on doit fournir un logement équipé, ce qui demande donc un investissement initial plus élevé et une gestion plus active. Aussi parce que les logements meublés, les locataires restent généralement pas très longtemps. C'est rare d'avoir des gens qui restent dans du meublé 5, 6, 8 ans. Ça va peut-être tourner tous les ans, tous les 2 ans. On sait que c'est des logements qui vont tourner plus souvent. Donc, il y a une gestion quand même plus active à faire. Et on a dû mettre de l'argent pour faire des travaux et de l'ameublement. Donc, soit tu as réussi à le faire financer par la banque, soit tu as dû le mettre de ta poche. Ça dépend ce que tu négocies avec la banque. En face, à l'opposé, tu as la location nue. Donc, la location où tu ne mets pas de meubles dedans. C'est plus simple à gérer. Il y a moins de turnover de locataires puisque les locataires viennent s'installer avec leurs propres meubles, ils payent un loyer, mais ils sont pas gênés par tes meubles que toi t'as mis mais qui leur conviendraient pas ou quoi. Donc les loyers sont aussi souvent moins élevés et les avantages fiscaux sont moins importants. En contrepartie, c'est encore plus simple. Donc voilà, ça dépend vraiment de tes objectifs. Si tu cherches un rendement élevé et que tu es prêt à gérer activement tes biens, la location meublée, elle peut être hyper avantageuse. D'ailleurs, tous ceux qui font de la location Airbnb sont souvent sous le statut LMNP de la location meublée, ce qui leur permet de faire de très gros revenus, mais de ne pas être imposés dessus. En contrepartie, vous voyez bien que les logements souvent Airbnb, les vrais investisseurs, les décos sont canons. Et voilà, le travail, l'entretien, la déco, c'est aux petits oignons, quoi. Donc, ça a un coût plus élevé, ça rapporte plus, c'est logique. Par contre, si tu veux une approche plus passive, avec moins de gestion, la location nue peut être préférable. Moi, de mon côté, je suis en LMNP, pour autant, je ne fais pas de Airbnb. J'ai changé d'avis parce que ça demande encore plus de temps qu'un LMNP classique, du temps que je n'avais pas et vraiment pas envie d'en avoir pour ce genre de gestion. Alors que j'avais tout préparé pour, que tout était optimisé. J'ai kiffé le process de tout mettre en place, mais après, ça m'a moins fait rire. Donc moi, je suis repassée sur de la location classique, longue durée. Par contre, effectivement, un locataire dans du meublé ne va pas rester, comme je te l'ai dit, 5, 6, 8 ans, normalement. Ils auront déménagé avant. Donc, tu as un petit peu plus de turnover. Soit tu fais ta gestion toute seule, ce que je faisais jusque-là. Et là, pour cette année, je viens de les passer en gestion. Donc, c'est même plus moi qui m'en occupe. Ça, c'est un choix. C'est forcément plus coûteux de faire ça. Mais moi, j'ai décidé que je préférais. J'aime pas trop le conflit. Donc, me dire que, il y a plein de raisons de retenir un peu sur la caution. Je me sentais pas trop à l'aise de le faire et de le dire aux gens. Je préfère que ce soit un organisme qui s'en occupe pour moi. Et puis, moi, je préfère faire ce podcast, je préfère aller travailler au cabinet que de devoir prendre ma voiture pour aller réparer un évier. Voilà, clairement. C'est pas mon domaine d'expertise, je suis bien meilleure, ma zone de génie est bien meilleure ailleurs. Donc, tu vois, j'avais la possibilité de faire beaucoup plus de rendement, j'aurais pu faire vraiment beaucoup d'argent avec. C'est un choix que j'avais fait au début. J'ai changé d'avis aussi parce que j'ai changé d'objectif et que ça ne correspondait plus à mes objectifs. Donc, je me suis laissé la possibilité de changer ma stratégie. Donc, ça va dépendre un peu ce que tu veux faire. C'est pour du long terme? Est-ce que tu peux mettre de ta poche? Est-ce que tu as un peu de temps pour faire de la gestion? Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que tu aimerais passer professionnel en mode tu quittes ton travail et ça devient ton activité à temps plein, ce qui du coup, si ça devient ton temps plein, en vrai, ça va, niveau travail, c'est pas ouf non plus. Mais du coup, ça te paye bien et puis tu as beaucoup de temps libre. C'est juste finalement la période où tu as ton travail et la gestion immobilière. Bon, voilà, là, c'est un petit peu plus sport. Ça dépend de chacun, ça dépend si c'est ton kiff, les réparations, d'aller monter des meubles ou quoi, de faire des changements. Moi, c'était pas trop le cas. J'aime l'investissement, mais qui me demande pas trop de travail. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc voilà, en fait, tout est possible, mais tout dépend de tes objectifs, encore une fois. On passe maintenant au troisième point,
qui est, est-ce que, justement, tes objectifs, ils sont dits patrimoniaux ou est-ce que tes objectifs, ils sont professionnels? Donc j'avais un petit peu entamé la discussion dans le chapitre précédent, mais là, je t'invite à te poser, toi, la question. Puisque si tu cherches à sécuriser ton avenir financier, de toi ou de ta famille, et donc d'accumuler un patrimoine, de préparer ta retraite, en fait, tu vas avoir une approche plus conservatrice. Toi, t'es pas là pour faire un max de rendement, un max de chiffres et voir même du cash flow positif à la fin du mois que tu vas récupérer pour te payer toi. Tu es vraiment là pour te dire, dans quelques années, cet appartement, il aura fait une plus-value, il se sera quasiment payé ou remboursé tout seul ou presque, et tu auras mis juste une petite partie, et les locataires, avec leur loyer, finalement, auront financé le reste de l'investissement et ça sera devenu à toi. Peut-être que dans 20-25 ans, ou même moins, tu le revends, tu fais une plus-value. Et voilà, et c'est comme ça que tu sécurises ton avenir financier. Ça, c'est un objectif dit patrimonial. Et il n'a pas besoin du coup d'être très chronophage. Tu n'as pas besoin non plus de passer par une société si tu n'as pas à but de transmettre un énorme patrimoine à tes enfants. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire comme moi de façon simple, en nom propre, avec un petit statut intéressant, histoire de ne pas te rajouter de l'imposition sur le revenu. Moi, c'est bon. J'ai pas envie d'augmenter ma tranche, donc je fais tout ce qu'il faut. Et puis j'aime que mes appartements et mes biens soient bien entretenus, que mes locataires soient bien logés. Je me vois pas mettre en place des locataires dans un appartement qui vieillit et que j'entretiens pas bien. Donc le LMNP s'imposait à moi. Mais t'aurais pu mettre juste quelqu'un dans un logement neuf, mettre un petit peu au bout, tu fais gérer, ça te prend pas de temps et tu sais que dans 20-25 ans, ça paye carrément. Donc là, tu peux avoir une stratégie beaucoup plus tranquille. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir un objectif professionnel. Si tu vises un rendement élevé, peut-être par même le développement rapide d'un portefeuille immobilier, ça peut impliquer du coup un peu plus de risques et aussi une gestion plus dynamique. Ça semble évident de passer dans ce cadre-là par une société, elle te protégera contre ces risques. Et la gestion dynamique, puisque c'est un objectif professionnel, tu vas de façon temporaire cumuler peut-être ton travail et ton activité immobilière professionnelle. Et puis à un moment donné, tu auras réussi à accumuler suffisamment de patrimoine. Via société, ça peut aller vite, hein, en vrai, si tu fais bien tes calculs. Puis finalement, en 2-3 ans, en vivre, hein, tout simplement. Et après, plus tu rajouteras de biens dans ta société, plus toi, tu augmenteras ton salaire quelque part. Même si c'est pas un salaire à proprement parler, mais tes revenus augmenteront. Plus tu auras de biens et de revenus. Donc, c'est des stratégies complètement opposées. Et forcément, la meilleure solution pour investir, la meilleure façon pour investir en immobilier, elle dépend déjà de ces 3 critères-là. C'est quoi tes objectifs? Ok, par rapport à cet objectif, est-ce que c'est plus cohérent de faire de la location meublée ou nue? Est-ce que tu investis via une société ou en nom propre? Déjà, si tu arrives à éclaircir ces 3 points-là, tu as déjà une stratégie immobilière claire. Après, il te reste à apprendre les petits détails de la compta, de la fiscalité, mais je veux dire, tu as fait le plus gros. T'as fait le plus gros. Bah non, c'est peut-être la recherche de l'appartement le plus gros quand même. Voilà, je veux dire, t'as fait le plus gros dans ton futur passage à l'action pour investir dans l'immobilier. Tu arrêteras également de douter, de savoir si tu fais bien ce qu'il faut, si c'est ce qu'il fallait faire, si tu fais bien de le faire, parce que en fait, ta stratégie, elle aura un sens. Et à partir du moment où ta stratégie, elle a un sens et elle est réfléchie, la nuit, tu dors bien. Et je vais te dire, si moi, j'avais complètement merdé dans mes stratégies, même si j'ai changé mon fusil d'épaule, j'avais tout calculé pour que si j'ai des problèmes, ça ne change pas ma qualité de vie actuelle. Et bingo, j'ai eu des problèmes dans les 2 appartements en même temps, sur 2 crédits en même temps. Ça aurait pu ruiner ma vie si j'avais pas fait bien, correctement, et mon épargne de sécurité et mes calculs. Donc, encore une fois, d'abord l'épargne de sécurité, ensuite
on réfléchit bien à sa stratégie et on fait une stratégie qui va vers l'obtention de ton objectif à toi et pas celui de la voisine encore une fois. Ok? À partir du moment où tu fais ça, franchement, tu dors sur tes deux oreilles. Quoi qu'il se passe. Vraiment. Alors, je vais te laisser réfléchir à ce petit épisode. Si jamais tu étais tenté par l'immobilier, vers quoi, du coup, tu vois que ça t'amène. N'hésite pas à me le dire et à me faire ton retour sur Instagram en message privé ou laisse un commentaire au podcast. D'ailleurs, ça l'aide à remonter et à se faire connaître. Donc, je vous remercierai toujours infiniment de laisser une note 5 étoiles à cet épisode ou à ce podcast, tout simplement, et de mettre un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et avant de te quitter, je te rappelle que les préinscriptions au challenge pour trouver sa stratégie d'investissement personnalisée, challenge complètement gratuit de 4 jours. Les préinscriptions sont déjà ouvertes. Si tu ne veux pas manquer le top départ, je te laisse te préinscrire. Le lien est dans la description. Sinon, on se retrouve lundi dans le prochain épisode de Fortuné. Allez, je te souhaite une excellente journée. Bye!